C'est peut-être la seule fois où on parlait de biologie moléculaire dans les cours de récréation. Peut-être qu'il ne voulait pas ça, mais on s'en fiche de ce qu'il voulait ou pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est quel a été l'effet. L'effet a été d'amener pratiquement une planète entière, encore ce que je dis est très occidentalocentrique, mais une grande partie d'une planète entière, à avoir envie de comprendre une question scientifique. Ça n'a pas de prix. Peu importe ce qu'il a dit, songeons à ses effets. Alors vous voyez, le bien et le mal en matière de vulgarisation, si vous rapportez ça au fait que la plupart des gens, comme nous tous, cherchent plus à éviter l'information qu'à la rechercher, la crise de l'attention, à épargner leur attention, peut-être que Spielberg a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la communication scientifique. Même si ce n'était pas son but, même si ce n'était même pas son message. Vous voyez que la question de la diffusion sociale des sciences est beaucoup moins simple que ça. La science n'emprunte pas les fossés légitimes que l'on pourrait lui prêter, que l'on pourrait attendre. Il y a une expérience que j'aime beaucoup à ce propos, c'est l'expérience de... C'est pas une expérience, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu empirique, qui a été fait par les gens de l'université de Purdue, qui avait un outreach programme, un programme d'initiation aux sciences pour les jeunes, en dehors des heures de classe. Vous voyez, un club sciences jeunesse, ce genre de choses. Et donc, les gamins qui s'étaient inscrits là-dedans, c'est des gamins qui aimaient les sciences, des gamins qui envisageaient de faire après des études de sciences. Vous avez probablement de futurs prix Nobel là-dedans, des futurs patrons de chercheurs de laboratoires américains. Et les gens de Purdue ont la mauvaise idée de leur dire: qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux sciences? Est-ce que ce sont les cartes à collectionner sur les grands inventeurs de l'histoire de l'Amérique? Est-ce que ce serait la classe? Est-ce que c'est Discovery Channel? Je ne sais pas s'il y avait Discovery Channel à l'époque. Est-ce que c'est les programmes de la NASA? Est-ce que c'est les expositions du Smithsonian? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux sciences? La plupart des gamins, presque tous, si je me souviens bien, ont répondu la science-fiction. Pour la plupart d'entre eux, Star Trek. Le gars qui demain découvrira le moteur à eau qui en même temps soigne votre cancer pendant que vous le démarrez, a voulu devenir scientifique parce qu'il aimait dire allô Spock, téléportez-moi. C'est comme ça que ça marche, la diffusion sociale des connaissances scientifiques. C'est un phénomène profondément sauvage. Ça ne suit pas les jardins bien ratissés, bien ordonnés d'une logique didactique. Ça répond à la problématique. Pourquoi donc est-ce que je m'intéresserais à ça? Et si on considère le bilan du journalisme scientifique comme ça n'empêche pas d'ailleurs, comme on le verra, qu'un bon nombre d'articles de presse scientifique sont des calamités. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de défendre tel ou tel journaliste scientifique, ou même le journaliste scientifique en soi. Il s'agit d'apprendre à le juger en connaissance de cause, à l'évaluer en connaissance de cause, et si possible à le pratiquer en connaissance de cause, tant qu'à faire. Alors, on peut resituer ça dans un contexte théorique, mais non, on ne va pas le faire. Je vais sauter le prochain transparent pour aller tout de suite au suivant. Ça, vous voyez que c'est purement spéculatif. C'est une façon de considérer les choses. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'il pourrait y avoir une vérification empirique à ça? Je suis tombé dessus bien après avoir présenté ça dans une conférence. Je regardais les statistiques sur la culture, sur l'évolution de la connaissance des Européens. La Commission européenne fait tous les 4 ans à peu près un sondage Eurobaromètre où on pose des cultures. Vous savez que c'est un pack à peu près standard. L'électron est plus gros que l'atome, etc., etc. On l'utilise, Eisendel l'a utilisé au Canada, Miller l'utilise aux États-Unis. C'est le pack standard. Et donc, une nouvelle vague est parue après que j'ai présenté ça, donc on ne peut pas me soupçonner d'avoir manipulé les données ou autre, puisque les chiffres n'ont été donnés qu'après. Et j'avais d'ailleurs complètement oublié cette idée-là. Mais je voulais voir tout simplement en quoi la culture scientifique des gens avait évolué. Et regardez ce que j'ai vu. De façon générale, tout l'effort combiné de la muséologie, du festival du film de science, etc., sur la plupart des sujets, n'avait eu aucun effet discernable. Alors peut-être pas, parce que dans la crise de l'attention, maintenir simplement l'attention, maintenir la culture, ça n'est pas rien. Et c'est déjà à mettre au crédit de ces dispositifs. Mais il y avait 2 sujets qui avaient connu une évolution significative. L'un, ça n'a rien à voir, je ne vais pas en parler ici. Et l'autre, celui qui avait connu la plus forte évolution, pour autant que je me souvienne, c'était cette question-là.
toute chose étant égale par ailleurs. On est d'accord? Il n'y a pas de raison que les connaissances progressent de façon différentielle dans cette période. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ici, il y a eu Jurassic Park. Alors, vous voyez que la question du sensationnalisme, peut-être qu'il faut la poser en d'autres termes. Après tout, quel est l'antonyme de sensationnel? Si on y réfléchit 2 minutes. Ouais, l'antonyme de... Pardon? Banal, ordinaire. Ouais. Mais être banal, ordinaire, c'est pas forcément un bon choix quand on découvre que dans le même temps, l'attention des gens est de plus en plus limitée. Et les gens, je veux dire. La nôtre aussi, notre attention à nous est de plus en plus limitée.